On est reparti. Alors, dans l'épisode précédent, on a vu plusieurs trucs. On connaît les choses d'abord par nos sens, ensuite par notre intelligence. On a une connaissance sensible qui part du réel, et puis une connaissance intellectuelle qui se forme à partir des données de la connaissance sensible. On a aussi vu qu'en gros on est intelligent, mais pas tant que ça en fait. Alors dans cet épisode, on parle plus en détail du mode d'action de notre intelligence, l'abstraction. C'est parti. L'abstraction, c'est la saisie de l'essence à part de ses conditions individuelles. D'une réalité concrète, on tire des conclusions sur l'essence de la chose que l'on a en face de soi. Alors, c'est quoi déjà l'essence d'une chose ? Eh bien, c'est ce qui répond à la question « Qu'est-ce que cette chose ?» Ça vient du latin « esse », ce qui est. Voilà. Donc, à la fin du dernier épisode, je vous avais dit qu'on allait parler de sandwich. Eh bien, c'est le moment. Je vais vous expliquer ce qu'est l'abstraction au moyen d'un sandwich, que je ne peux malheureusement pas vous partager. Alors, j'ai un pain coupé en deux avec dedans une tranche de jambon, un cornichon, un fromage, une tomate, bref, je mange un sandwich. Ce pain aurait aussi pu contenir de la salade et du beurre. Ça aurait toujours été un sandwich. Car en fait, j'ai isolé tous les éléments individuels qui composaient cette chose pour en tirer la conclusion que l'essence de cette chose, c'est d'être un sandwich. De la chose que j'ai en face de moi, que je m'apprête à manger, j'ai abstrait l'idée de sandwich. Je pourrais nommer par le même nom toutes les autres choses qui ressemblent à ça, parce que j'ai connu cette chose comme étant un sandwich. Or, cette chose aurait aussi pu s'appeler zblatoufi. Pour une raison que je n'ai pas, ça ne s'appelle pas zblatoufi, mais sandwich. Peu importe en fait, parce que l'essence de la chose reste la même indépendamment du nom que je mets dessus. Zblatoufi ou sandwich, ce pain avec tous ses ingrédients est bien réel. Voici donc par cet exemple qui donne fin, quel est le pouvoir de l'abstraction. Donc par l'abstraction, on n'extrait pas des choses de l'idée qui les constitue comme on extrait par exemple la salade du sandwich. Mais on se représente l'idée exprimée par la chose dans la réalité. On se la représente par une traduction mentale. Cette traduction est formulée par le langage. Ainsi, les choses de l'univers seraient la traduction réelle de l'idée divine exemplaire. Notre intelligence va traduire les idées exprimées par ces choses de l'univers. En quelque sorte, elle restitue les choses dans leur version originale. Elle fait la traduction de l'idée divine, manifestée dans les choses de l'univers. Bien sûr, c'est un procédé très imparfait. Ici, s'applique bien le dicton « traduire, c'est trahir », parce qu'une double traduction nous éloigne beaucoup de la version originale. Mais c'est mieux que rien. Notre intelligence fonctionne donc par le pouvoir de l'abstraction. Pour comprendre les choses, l'intelligence se dégage de toutes les déterminations individuelles pour atteindre l'universel. La capacité à raisonner dans l'universel a beaucoup fait débat, et parce que, une raison simple, l'universel n'existe pas dans la réalité. Cette pomme est différente de cette autre pomme, par sa forme, par ses taches, par sa couleur. Il n'y a pas deux êtres identiques en tout point dans la réalité. Cela est vrai, mais cela ne constitue pas une raison valable pour s'interdire de raisonner dans l'universel. Si l'universel n'existe pas dans la réalité, il reste une représentation valable pour notre intelligence. Nous avons déjà dit que notre intelligence est très imparfaite. Elle doit tirer ses premières capacités de raisonnement de l'expérience sensible. Et en des termes absolus, il n'y aura pas d'expérience sensible parfaitement identique. Le goût de cette pomme sera toujours un peu différent du goût de cette autre pomme. En revanche, il y aura des expériences sensibles extrêmement similaires. Cette pomme et cette autre pomme ont un goût un peu différent, certes, mais on peut raisonnablement qualifier leur goût de pomme. C'est un motif suffisant en fait pour en tirer des conclusions sur l'existence de lois générales que notre intelligence reconnaîtra comme universelles. Rappelons-nous bien de cela, car ça nous sera utile à de nombreuses reprises. On ne doit pas nier ce qui est clair à cause de ce qui est obscur, ni rejeter ce qui est obscur pour accepter l'absurde. Maintenant, voilà à quoi l'on peut reconnaître une idée abstraite.
L'indépendance des circonstances d'espace et de temps, une idée abstraite, s'applique toujours et partout. La nécessité et l'immutabilité, une idée abstraite reste toujours la même. L'universalité, enfin, une idée abstraite concerne toutes les essences qui présentent les mêmes caractères identifiés par la raison. On identifie 3 degrés d'abstraction, du plus petit au plus grand. Le premier degré inférieur est l'abstraction physique. On laisse de côté la matière individuelle qui spécifie le sujet pour n'en garder que la matière commune à plusieurs sujets. Au lieu de parler de Pierre, de Léo, de Germaine, on va parler de l'être humain. Le second degré intermédiaire est l'abstraction mathématique. Cette fois-ci, on dépouille le sujet de toute matière individuelle et de matière sensible, excepté la quantité. Cette abstraction permet de concevoir des formes comme la ligne, le triangle, le cercle, etc. Le troisième degré, le plus élevé, est l'abstraction métaphysique. Dans cette abstraction, on ne considère plus du tout la matière par laquelle on peut se former des images, un individu, un corps, une ligne, pour ne s'en tenir plus qu'à des notions qui ne correspondent pas à des images. Ce sont des notions telles que les idées d'être, de substance, de vérité, de bonté, etc. À ces 3 degrés d'abstraction correspond une même division de la science. Science physique, science mathématique, science métaphysique. Et cet ensemble de sciences est dit spéculatif. C'est la science qui étudie ce qui est. Il existe aussi une science pratique qui explique ce qui doit être. Et ça, c'est l'objet de la morale. Voilà, donc en fait, la philosophie, en reprenant les sciences humaines et en les complétant de ses propres lumières, permet de se constituer une solide colonne intellectuelle, d'abord sur tout ce qui est, et puis ensuite sur ce qui doit être, en fonction de ce que l'on aura appris. Mais il faut y aller étape par étape. Commencer par bien comprendre la réalité, pour ensuite savoir vers où on peut l'emmener. Donc c'est ça l'intérêt. On comprend l'intérêt puissant que cela représente. Parce que d'un seul coup, on se retrouve capable, quand on a été bien formé, de discerner avec beaucoup plus de précision sur des choses qui autrefois nous seraient restées floues, voire incompréhensibles. C'est un levier qui permet de s'orienter dans l'univers et de faire sa vie aussi en conséquence. En fait, quand il y a de la confusion en nous, c'est surtout dû à un manque de connaissance du réel. Et lorsque la question pourquoi nous vient à l'esprit, eh bien, très souvent on est tenté de l'écarter. Soit avec une réponse toute faite du style tu te poses trop de questions. Bon, parfois c'est vrai, parfois c'est possible. Et d'autres fois c'est juste parce que on a la flemme en gros de s'attarder à ce genre d'interrogation. On trouve pas le temps, ou on se trouve mille et une excuses, mais c'est malheureux parce que parfois on rate quelque chose avec ça. S'il y a de telles questions qui nous viennent à l'esprit, il y a certainement une raison, surtout si elles reviennent. C'est utile de se demander pourquoi on se demande pourquoi. Pourquoi, c'est certainement l'une des meilleures questions que l'on puisse se poser, et d'ailleurs c'est certainement pour ça que les enfants l'utilisent si spontanément. C'est pour accumuler de la connaissance et pour s'épanouir au bout du compte. Et il ne faut pas avoir peur de se demander pourquoi et de voir les choses en face. Ça arrive souvent au cours de notre existence de nous dire mais pourquoi est-ce que je n'aime pas mon travail? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans mon couple? Pourquoi est-ce que mon proche va mourir? Pourquoi est-ce que le temps passe à une vitesse folle? Bref, tout ça, c'est parfois difficile à supporter, surtout quand on se sent désarmé et on a recours parfois à des solutions un peu toutes faites, ou alors on fuit. Et justement, comme face à tout type de menace, il y a 3 réactions possibles. La première, c'est la soumission, il y a ensuite la fuite, et enfin, il y a la lutte. Et c'est celle-là qui m'intéresse. Parce que les 2 premières réactions, c'est l'aveu d'une défaite. La première, la soumission, c'est que l'on se plie à la menace en espérant qu'elle ne nous fasse pas trop mal. Mais en fin de compte, on est à sa merci. Voilà. Et la fuite, c'est simplement on laisse la place à la menace qui s'installe. Mais l'issue de la 3e réaction est encore indéterminée. Une lutte peut se solder par une défaite ou par une victoire. Eh bien moi, je propose de lutter. Voilà. Donc nombreux sont ceux qui choisissent de vivre dans les 2 premières options et de se résigner à vivre dans l'absurde. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Ça peut rendre heureux, voilà. Mais moi, ici, je propose de lutter. Et donc, j'ignore encore quelle sera l'issue de cette lutte, mais en tout cas, je veux croire à une chance de victoire et lever le voile factice de l'absurdité de la vie. Vous me suivez? Allez, on y va, soyez prêts
pour le branle-bas de combat intellectuel. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous kiffe. C'était Wanderer, à la prochaine. Bye!